Là où je remercie la France tous les jours, c'est que c'est un pays où tu peux acheter à crédit. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de pays où tu peux faire ça. Si on voit depuis 10-15 ans, l'impôt des sociétés a tendance à baisser de manière graduelle, tandis que l'imposition des particuliers augmente. Je ne suis même pas sûr, si je quitte la France, de changer mon foyer fiscal. En France, la vérité, c'est que si tu optimises bien ta fiscalité, ta structuration globale, il n'est pas là le problème. Oui, je suis libre financièrement, mais j'ai toujours envie de bosser. Vrai ou faux? Il n'est plus possible de s'enrichir en France. J'ai envie de répondre vrai, mais je vais quand même dire faux. Vrai ou faux? On peut devenir libre financièrement en investissant uniquement dans des parkings. Oui. Le plus gros frein des Français pour s'enrichir, c'est la peur du regard des autres. Faux. Les montres de luxe ont leur place dans une stratégie patrimoniale. Faux. En France, le système te pousse à rester pauvre. Dès que tu sors du lot, tu te fais rattraper. Faux. Le plus compliqué pour investir dans un parking, c'est de trouver le bon emplacement. C'est vrai. C'est plus dur de devenir ceinture noire de jiu-jitsu brésilien que de réussir dans l'immobilier. Attends, cette question elle est pas mal. C'est plus dur que de réussir dans l'immobilier. C'est faux. En investissement, on perd plus d'argent par orgueil que par manque de connaissances. Ça c'est vrai. Alexandre Lacharme, bonjour, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. On partage plein de points communs et ça fait un moment qu'on s'est dit il faut absolument que lors d'un de mes passages à Paris, je t'accueille sur la chaîne, donc je suis ravi, on va passer un moment ensemble. Tu vas expliquer un peu qui tu es à notre audience. On va parler un peu de nos points communs. Ouais, avec C'est ce que je disais à une cousine de ma femme ce matin, je disais là je vais voir un pote avec qui la première fois qu'on s'est vu, on s'est mis sur la gueule. C'est un peu vrai, hein, on n'a pas les images, mais c'est un peu vrai. Du coup Alexandre, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Merci Damien, je suis très content qu'on fasse cet épisode ensemble et c'est vrai que ça a tout de suite bien fité. Alors pour me présenter, Alexandre Lacharme, parisien, 39 ans, 40 le 17 avril prochain, investisseur immobilier, entrepreneur, dans une niche qui est le parking, pratiquant de jiu-jitsu brésilien, investisseur dans les startups, auteur de 2 livres, créateur de contenu. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Je suis un investisseur, entrepreneur créatif. Ok, donc créatif. Tu peux te définir comme un multi-entrepreneur? Oui, je suis un multi-entrepreneur qui aime créer, qui est un peu hyperactif de la création et du challenge. Est-ce que tu as été salarié un jour dans ta vie? Ah oui, Damien, j'étais salarié pendant 15 ans à peu près. Un peu moins de 15 ans. J'ai commencé à être salarié avec l'alternance, parce que l'alternance, c'est considéré comme du salariat. J'étais commercial. Voilà, commercial en alternance. Et puis après, j'ai eu des CDD, des CDI. Mais j'ai bossé près de 15 ans en tant que salarié avec des contraintes, des horaires. Toi, tu l'as fait? Tu as été salarié, toi? J'ai été salarié pendant 14 ans, oui, en banque. Ouais, à peu près pareil que moi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter cette piqûre du salariat? Cette prison dorée pour l'entrepreneuriat. Écoute, c'est l'envie d'avoir du temps libre et de pouvoir faire ce que je veux de ma journée. Je pense que c'était ça le plus fort. C'était de se dire, j'ai plein de projets satellites. J'ai toujours eu plein de side business, comme on dit. Et c'était très frustrant pour moi de me dire que j'avais pas de temps libre pour pouvoir les exploiter. Et écrire un livre, tourner une vidéo, passer sur un podcast, si tu le fais en semaine et que tu es salarié, c'est compliqué en fait. Donc tu peux le faire. Moi, j'étais un peu sur le terrain dans mes dernières expériences, donc je pouvais un peu gruger. Mais dès qu'on faisait quelque chose, je reprenais mon téléphone et j'avais mon boss qui me disait alors est-ce que tu dors ou j'arrive pas à te joindre, quoi. Donc à un moment ça m'a fatigué et je me suis dit il faut que je puisse voler de mes propres ailes avec toute la peur que ça génère, mais c'était vraiment pour, si tu veux Damien, c'était vraiment pour avoir le temps libre, quoi, pour vraiment avoir beaucoup de temps pour développer mes business. Parce que tu as commencé à développer tes business pendant que tu étais salarié? Ouais, j'ai commencé à investir dans le premier parking en 2013 et j'étais salarié. Donc, mais si j'avais pas été salarié, j'aurais pu avoir de crédit. Parce que c'est le fait d'être salarié, d'aller voir la banque, pouvoir faire des crédits. Donc, moi, je n'oppose pas les deux. En fait, salarié, ça va être important pour pouvoir faire du levier bancaire si on veut investir dans l'immobilier, par exemple. Donc, heureusement que j'ai été salarié. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la surface financière, comme on dit chez les gens du milieu, pour pouvoir acheter, quoi. Donc, je devais acheter à crédit. Je n'avais pas d'argent de côté, pas beaucoup. C'est par rapport à ce que tu dis là, on a eu une discussion avec les gens à côté de qui on mangeait, qui nous disaient bon courage pour l'après-midi, parce que oui, je pense qu'ils sont à la retraite. Et je leur ai dit, tout ça, c'est qu'un jeu, et nous, on va s'amuser en fait à faire de la création de contenu pour donner de la valeur. Et est-ce que pour toi, entreprendre, c'est impacté?
ou entreprendre? Pour quelles raisons tu l'as fait on le fait tous pour l'argent d'une certaine manière, on va pas se mentir. Mais est-ce que c'est quoi qui t'a poussé réellement à entreprendre? Ok, la liberté, mais au final, là, tu impactes Impacter les gens. de personnes. Non, T'adores écrire des livres. c'est impacter des gens. Moi, ce qui me touche vraiment le plus, c'est quand j'ai quelqu'un qui lit mon livre ou qui écoute un podcast. Mais le livre, c'est plus fort parce que tu as 250 pages, etc. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est quand quelqu'un lit mon livre, qu'il est un peu dans une période un peu de doute, un peu difficile, etc. Et qui se dit, grâce à toi, j'ai pu prendre un peu confiance en moi, j'ai pu mieux gérer mes finances perso, j'ai pu acheter un parking, j'ai pu pas acheter un parking, mais acheter un appartement. Et ça me donne une direction, une marche à suivre. Et ça me fait plus plaisir que l'argent. L'argent, c'est pas forcément le moteur ultime pour moi. C'est plutôt d'aider des gens et d'avoir de l'impact. Mais pas pour moi, pour flatter mon ego, mais vraiment parce que je trouve que c'est important d'avoir de l'impact et de pouvoir aider des gens. Moi, j'aurais rêvé qu'on m'aide quand j'étais gamin, quoi. Je veux dire, j'avais pas ce loisir trop. Donc, mais c'est vraiment ça qui m'anime. Mais après, c'est une réflexion d'un mec qui a presque 40 ans. Presque 40 ans. Je suis sorti un peu du côté, tu sais, cette espèce d'ogre qui a besoin de gagner. Et il y a des gens qui restent tout le temps bloqués là-dedans. Moi, j'en connais, tu vois, qui ont des boîtes, etc., qui sont restés bloqués là-dedans. Et il n'y a pas autre chose, quoi. C'est vraiment, je veux aller sur la Lune, sur Terre, sur où tu veux. Ils sont vraiment dans cette course-là. Bon, s'ils sont heureux comme ça, c'est bien. Mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a de l'impact un peu différent. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai eu un enfant, etc., tu vois. Yes, on va parler un peu de... Ça te va si on parle un peu de vie perso? Tu peux, on peut parler de tout. Hein. Ok, du coup, le jeune homme de 40 ans, la différence entre le jeune homme de 39 et celui de 40 ans, je crois que c'est un petit bout qui est arrivé. C'est un petit bout, ouais. C'est une jeune fille de 3 mois qui est née... qui est né un peu avant le terme, quoi, mais qui est en super santé et ça change beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de bonheur, un peu de fatigue, mais ça met une claque quand même. Quand t'as un enfant, tu dors moins. Mais la vie prend tout son sens, quoi. Tout ce que t'as fait prend tout son sens. Tu passes du temps avec, tu vas lui donner des choses, tu réfléchis aussi à la transmission, c'est ce qu'on disait un peu. Et je sais pas, en fait, j'ai l'impression que quand t'as un enfant, tu enlèves tout le superflu et il s'enlève de fait, en fait, rapidement et de lui-même. Donc, les personnes qui vont pas t'apporter grand-chose, des rendez-vous qui servent à rien, etc. Tout ça, en fait, tu vas l'éliminer parce que tu vas plus le voir. Et ça te permet ça apporte beaucoup de bonheur. Ouais. Toi, du coup, tu t'estimes libre financièrement? Ouais, je m'estime libre financièrement, mais tu sais, je suis toujours humble dans le sens où il peut y avoir un retournement de marché. C'est-à-dire que ce que j'ai construit avec le parking, ça m'a quand même changé la vie. Financièrement, en termes d'opportunités de business aussi, parce que j'ai fait un bouquin, j'ai eu des gros sponsors et partenaires, j'étais ambassadeur de marque, comme je te l'ai dit. Donc ça a généré de l'argent. Mais il peut toujours, moi je suis toujours humble, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir un retournement de marché, il peut toujours y avoir... C'est comme une boîte en fait. Une boîte, ça va marcher, puis après, il faut pivoter parce que ça ne marche plus. Et ceux qui ne se renouvellent pas, c'est les Jennifer, les Etam, les Eram, les Bata, les Naf-Naf, et ils déposent tous le bilan. Et un entrepreneur, c'est pareil. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Donc oui, le parking, c'est bien. Maintenant, j'ai énormément de concurrence. J'en ai tellement parlé que le problème, c'est qu'il y a plus de vacances locatives. C'est que quand j'ai un locataire qui s'en va et qu'il y en a un autre qui veut louer la place de parking, quand elle va sur le bon coin, au lieu de tomber sur moi à 100% d'écart, elle va tomber sur 100 personnes. Dont beaucoup ont lu mon livre. Donc du coup, forcément, j'ai plus de mal à me faire voir, parce que je ne fais pas de SEO, à me faire voir par les locataires potentiels. Et puis, j'ai envie de faire autre chose aussi, quoi. Donc oui, je suis libre financièrement, mais j'ai toujours envie de bosser. Donc tu vois, le portrait un peu d'une espèce de retraité qui fait rien, que les télévisions aiment bien. Et après, c'est le jeu. Hein. J'ai fait des télés où c'était un peu le discours. C'est à nuancer, quoi. Et pour toi, la liberté financière sans enfant et la liberté financière avec enfant, c'est la même chose? C'est une bonne question. Quand tu as des enfants, il y a deux choses. C'est que tu as encore plus envie d'en gagner parce que tu as la dalle, ça donne une énergie, en fait, ça te décuple ton énergie. Et tu dis qu'il faut quand même assurer, quoi. Donc, je pense que tu en as beaucoup qui se disent, qui sont un peu jeunes, qui ont la trentaine, je suis libre financièrement, allez, j'arrête, je vais à Dubaï, je fais la grasse mat et tout. Et quand ils ont des enfants, ils se disent, en fait, il faut que je retourne au charbon, quoi. Donc, j'ai envie d'aller développer encore plus pour permettre sa tranquillité à ma fille, quoi. Ouais. Yes. On peut parler de tous les sujets, Alex?
Tu me fais peur, tu veux parler de quoi? Bah, bien sûr qu'on peut parler de tout. Ok. Sinon, je serais pas là. Alors, aujourd'hui, tu es en France. Ouais. Tu habites à Paris. Ouais. Est-ce que tu dois être encore en France dans 5 ans? Je suis pas sûr. C'est pas sûr du tout. Honnêtement, je peux pas me projeter à 5 ans, c'est impossible. Le climat est trop compliqué. Le climat politique, le climat économique. J'ai plein de gens qui veulent que j'investisse dans leur boîte parce que j'ai investi dans 10 startups. Et je leur dis, moi, le climat, il est trop anxiogène. Je veux pas me projeter. Donc, aujourd'hui, à date, je suis incapable de te dire si je vais être en France dans 5 ans. J'ai une question là-dessus. Que maintenant que tu as un enfant que tu vas peut-être conscientiser pour répondre à ça, c'est est-ce que j'ai envie que mes enfants commencent leur vie économique en France? Je trouve que c'est une bonne question quand on est parent de se poser et qui fait tendre vers... moi, j'ai un avis là-dessus assez tranché pour mes enfants. Du coup, si c'est bon pour mes enfants, je pense que c'est bon pour moi. C'est comme la nourriture. Moi, je fais par exemple attention à ma nutrition. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que mes enfants ne mangent pas de la merde. Pourtant, il y a les bonbons, il y a les trucs. Par exemple, on va jamais... placement de produits à l'envers. On va jamais chez McDo. J'estime que c'est de la merde. Et du coup, mes enfants sont habitués à pas faire ça. Et au niveau économique, moi, je vois pas mes enfants commencer leur vie économique en France. Pour autant, j'aime bien la France. Et est-ce que toi, là-dessus, parce qu'il y a beaucoup sur Internet, on les connaît, les gens qui font du crash talk sur la France. Et moi, je kiffe la France. Et c'est quoi qui te ferait réellement l'élément déclencheur qui te ferait vraiment partir de la France? C'est qu'il y a encore plus d'impôts, que la résidence principale soit taxée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que ça va sauter. Les impôts fonciers, moi je suis plus dans le parking, donc les impôts fonciers augmentent encore plus. Elles sont déjà très très élevées. Donc ça, c'est la partie financière. Après, il n'y a pas que la partie financière. Mais la partie financière, c'est que les impôts soient encore plus élevés. Le problème, c'est que si on voit depuis 10-15 ans, l'impôt des sociétés a tendance à baisser de manière graduelle, tandis que l'imposition des particuliers augmente. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre en société, parce qu'il y a des frais, il y a un comptable, il y a pas mal de choses à comprendre. Mais si l'impôt des particuliers continue à augmenter, ça va être un vrai problème. Et puis après, il y a l'insécurité, il y a le climat politique, il y a les gens qui se parlent pas, les castes, je sais pas. Il y a un truc qui est pas bienveillant, qui est lourd en fait en France socialement. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que il y ait beaucoup trop de gens qui... Tu vois, on oppose un peu les entrepreneurs avec les salariés, avec les fonctionnaires. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu chacun dans sa paroisse. Et les choses sont assez compliquées, quoi. Tu vois, je vends des parkings parce que l'administratif avec les syndics, c'est trop compliqué. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on a déjeuné. En fait, c'est ça. Quand t'es parent, t'as déjà moins d'énergie. Donc, en plus de ça, si t'as 50% de moins d'énergie parce que t'as un enfant, si t'as 30% avec les syndics, enfin, il y a un moment, puis t'es client des syndics en plus. Tu sais, c'est ce que je leur dis. Parfois, je leur dis, mais attendez, je comprends pas un truc. Qui c'est le client, là? Qui c'est qui vous paye? C'est qui le client? C'est moi. Tu vois, en fait, tout est inversé. Et moi, ça me fatigue. Donc, je pense que le jour où j'aurai vraiment plus d'énergie et de patience pour ça, j'irai dans un pays qui est plus light là-dessus, qui est plus cool et qui est moins complexe, quoi. Ça m'amène à une question, parce qu'on partage quelque chose, c'est une certaine liberté. Même si j'ai des enfants un peu plus gros et du coup qui ont plus leur mot à dire, malgré tout. Mais tu vas aller où? Comme pays? Parce que c'est facile de dire, et je partage tout ce que tu viens de dire, mais derrière, pour aller où? Bah après, c'est ça la question. Parce que si tu vois tous les gens d'Internet qui vont aller dans les Émirats, par exemple, ça a l'air quand même... Il y a l'envers du décor aussi là-bas. Alors, j'ai un copain qui est à Alicante, en Espagne. On a le même? Ah bah oui, tu le connais. Julius? Exactement. Julius, on te salue. Purple Kitchen, allez suivre si vous aimez la nutrition. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'il a l'air heureux. Il a l'air heureux parce qu'il fait du sport, il aime bien la nutrition comme toi ou comme moi aussi. Et du coup, il est heureux parce que c'est vrai que les Espagnols, alors je ne sais pas si c'est propre à la Costa Blanca ou Alicante ou San Juan, tout ça, mais je ne sais pas, ils trouvent que tout c'est simple, que c'est sympa, que forcément c'est moins cher. Moi, j'y suis allé 2 fois aussi. Et voilà, donc je pense que j'irai dans un coin un peu plus chill. Il y a le Portugal, il y en a qui disent qu'il faut aller au Maroc, etc. Mais Marrakech, par exemple, c'est hyper cher maintenant.
C'est un peu un espèce de Dubaï, c'est devenu hyper fancy. Mais peut-être qu'un pays un peu plus cool comme ça. À un moment, j'avais le fantasme des États-Unis. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis, j'aime beaucoup New York. J'ai de la famille à New York, j'ai de la famille en Californie. Mais les États-Unis, plus je grandis, plus je me dis que ça s'éloigne en fait ce rêve. Tu vois. Plus j'avance en âge avec les enfants et mon âge perso, plus ça, parce que ça coûte excessivement cher, parce que je pense c'est bien d'y aller jeune aux États-Unis. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après, je sais pas. Mais l'Europe, ça peut être pas mal, les pays comme ça. Toi, il y a des choses où tu aimerais aller, toi? J'en discute, La Suisse, c'est pas mal aussi. j'en discute souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça, mais qui disent voilà, ils peuvent pas parce qu'ils sont divorcés, parce qu'ils ont leur boulot. Ouais. Et une fois, j'étais à une soirée comme ça, je leur dis c'est assez simple, moi, j'ai pas ces problématiques-là. Si je veux, sur le principe, je peux. C'est pas évident de changer de pays parce qu'on est forcément attaché en fait à la culture française. Moi, je suis attaché à cette culture-là. Et quel pays pourrait me permettre de cocher pas mal de cases? Je pense qu'effectivement, le Portugal, en tout cas, ça fait partie, dans les retours que j'ai eus, d'un pays qui semble être pas mal, pas très loin, et qui semble intéressant, un peu moins cher que la France. Et j'ai des bons retours. J'ai des très bons retours de l'île Maurice, avec des enfants en bas âge, en mode famille. Mais bon, tu sais que tu vas revenir. Tu sais que tu vas pas rester à l'île Maurice toute ta vie. Après, moi, les Émirats, je partage pour y être allé. C'est très bien 5 jours, mais plus de 5 jours chez moi, ça coche pas mes cases en tout cas. Le truc que j'ai pas testé, mais j'aime bien leur coolitude, mais c'est un peu loin. C'est l'Asie. T'as pas testé? T'es pas allé en Asie? Si, enfin pour moi, tester, c'est pas y aller 3 semaines quoi. Tester, c'est vivre local. C'est pas passer 2 semaines et prendre une fois le train local, tu vois. C'est pas ça. Tester, c'est passer 1 mois, 2 mois, vivre avec les locaux, pas aller à l'hôtel 4 étoiles où t'as pas vécu, tu vois. Donc, j'ai pas vécu ça au niveau Asie, mais j'ai des retours où il y a une certaine... Chacun a le droit d'avoir sa foi, chacun a le droit d'avoir son opinion. De ce que j'en ai comme retour, à ses pistes. Après, c'est un peu loin. Donc, pour la famille, ça peut être compliqué. On a encore... Alors, moi, j'ai perdu mes 2 parents. Mais ma femme a encore sa mère. Du coup, ça, tu vois, il faut prendre ça en compte. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai plus de... Malheureusement, ce que je préférais avoir, mais j'ai plus de connexion. Et tu te sens plus libre pour bouger, du coup, depuis ce temps-là ou pas? Du fait de... Ouais. Alors, pour rien... Je préfère 1 milliard de fois les avoir. Mais oui, du coup... parce que tant que tu as tes parents, tu sais, en fait... moi, j'ai encore ma mère. Tu fais quoi, ma mère si tu es au Portugal, tu as 1 heure. Je sais pas combien c'est en avion, peut-être 2 heures, mais enfin, c'est juste à côté, ça coûte pas cher. Si tu es sur un fuseau horaire différent à 15h, 12h, 13h, pour l'avoir vécu il y a pas longtemps, quand on t'appelle parce que les médecins appellent, parce que faut se bouger là. C'est pas la même chose. Quand tu dois faire 4 allers-retours dans les 4 mois, quand ma mère était en réanimation, il y avait à côté des Vietnamiens et il y avait une des personnes, leur maman était dans une situation assez compliquée. Ça faisait plusieurs allers-retours qu'il fait, mais c'est un confort quand est-ce qu'il repart et tout. Il y a ça à voir pour moi, voilà, quand tu as des parents qui vieillissent. Et de moins en moins, je regarde le côté fiscalité. En fait, ça veut dire que je ne suis même pas sûr, si je quitte la France, de changer mon foyer fiscal. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, la vérité, c'est que si tu optimises bien ta fiscalité, ta structuration globale, il n'est pas là le problème. On a une IS qui est tout à fait, correcte. Ouais, c'est ce que je te dis, l'IS, ça va. On peut jouer quelque chose d'optimisé. Après, le seul problème, c'est que les entrepreneurs ont une target sur la tête. Tu as l'impression que si tu fais un resto à droite, on va te dire que ce n'était pas le bon resto. Tout est complexe. Donc ça, c'est le truc qui peut nous embêter en tant qu'entrepreneur. Mais moi, je ne suis même pas sûr de changer ma résidence fiscale. Parce qu'en soi, je me sens français. En fait, c'est où est-ce que je me vois prendre un loyer, tu sais, prendre un endroit où je vais rester dans le temps. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit. Donc moi, dans mon idéal, par exemple, dans quelques années, quand mes enfants seront plus à la maison ou seront en études supérieures, c'est de faire un slow travel, c'est-à-dire partir une ville au Vietnam sans savoir quand est-ce que je repars de cette ville-là. Ça me plaît, je reste 2-3 mois, ça me plaît pas, je repars dans une autre ville. C'est plutôt ça que je vois à l'avenir. Alors après, j'ai des enfants qui sont plus âgés que toi. Mais c'est une vraie question où de plus en plus, je la décorrèle de la fiscalité. Parce qu'en fait, la fiscalité, ça fait tous ceux qui sont allés à Dubaï, quoi.
Ça veut dire qu'ils sont allés s'enfermer dans de la pollution pour un problème fiscal en pensant qu'ils ne devaient plus rien à la France, quoi. Et après, il y a le retour de bâton derrière. Techniquement, oui, même s'ils ne seront jamais inquiétés. Et puis, est-ce que tu dois vivre à un endroit qui t'attire que par la fiscalité? Tu vois, à un moment, il y a une vérité. Aller dans un endroit... Alors, je l'ai fait, hein, mais où ils en ont rien à faire, mais à un point de l'écologie. Mais à un point. Là, on est à un point stratosphérique, là-bas. Je suis pas... ça va pas dans ma... Tu vois, on a des valeurs, on partage du coup les arts martiaux, le jiu-jitsu brésilien. Et on verra après d'ailleurs si c'est un art martial ou pas pour toi. La question tout le week-end. Mais tu vois, c'est, à un moment, il y a de la congruence. Moi, je veux de la Congruence. Ouais. La congruence, j'ai passé les 40 ans, je veux de la congruence dans ma vie. Je suis pas prêt à faire des choses avec un si grand écart. Tiens, au niveau sport, ça me fait penser. Tu faisais quoi avant le jiu-jitsu? Là, du coup, tu fais du jiu-jitsu brésilien, tu es ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, et bravo à toi parce que ceinture noire dans ce sport-là, c'est une sacrée performance. Ouais, bah c'est la régularité. C'est la régularité, quoi. Mais ça m'a servi, tu sais, ça m'a servi pour mes investissements et mes business. C'est-à-dire que je trouve que ça te donne une espèce de discipline un peu presque militaire qui te permet après de transposer dans ton business à avoir une discipline que tu n'as peut-être pas au départ. Donc moi, je pense que c'est clairement corrélé à ma petite réussite dans l'immobilier, etc. Ouais, JJB, bah, depuis 2013. Et avant, j'avais fait quoi? J'avais fait de la capoeira, tu vois, c'est un autre art martial brésilien, mais bah, qui permet d'être souple quand même, c'est quand même assez sympa. J'ai joué au foot, j'ai toujours fait beaucoup de sport. En fait, je me suis réfugié dans le sport depuis que je suis gamin, je me suis toujours réfugié dans le sport. C'est un endroit d'expression pour moi et j'ai toujours aimé le sport. Je trouve que quand t'es jeune, tu sais, t'as plein de problèmes quand t'es gamin, tu sais. Moi, ça se passait bien avec les autres, hein, mais j'avais perdu mon père à 9 ans, donc c'était quand même un traumatisme. Et bah, plutôt que de déprimer, tout de suite, je prenais un ballon de foot, un ballon de basket, et j'étais tout de suite dans des espèces de canalisation d'énergie. En fait, je canalisais ma colère, en fait, liée à l'injustice de cette perte. Donc ça se transforme en colère au départ. Et du coup, je canalisais ça dans le sport. Donc pour moi, c'est hyper important, le sport. Et donc peut-être aussi le côté, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le jiu-jitsu brésilien développe quelque chose chez les gens qui a peu dans d'autres sports, c'est l'addiction. C'est-à-dire que c'est cérébral, c'est une addiction incroyable. Il y a une addiction, c'est la dopamine. C'est ça, parce qu'en fait, en jiu-jitsu brésilien, on est capable... avant, vous allez faire un sport, vous allez le faire 2 fois par semaine. Et le jiu-jitsu brésilien, bizarrement, c'est l'un des rares sports que je connaisse qui donne ça. Vous avez... si vous pouviez vous entraîner, si le corps le permet, la vie de famille le permet, bah moi, j'irais m'entraîner tous les jours, quoi. Parce qu'il y a une certaine addiction. Et pourquoi? Tu sais ou pas? Et alors, je ne sais pas réellement, peut-être par rapport au panel, à l'enrichissement global technique. J'ai fait beaucoup de judo, je suis 4e dan de judo, mais le jiu-jitsu brésilien, t'as jamais fini, quoi. Tu vois, et il y a un épanouissement par rapport à ça, peut-être. Ouais. C'est un jeu, en fait, c'est cérébralement. Il y en a qui disent que ça rend plus intelligent, mais en fait, il y a des nouvelles connexions qui se créent puisque il y a tout le temps de nouvelles techniques. Donc c'est un peu comme ceux qui aiment les mathématiques ou qui aiment les jeux de société. Ou les échecs ou les dames, et en fait il y a tout le temps un truc que tu peux connecter à l'autre, et en plus tu as une réponse avec un partenaire. C'est pas comme tu vas jouer au basket, tu prends ton ballon, tu vas faire des paniers, bon, d'un moment tu vas à la remarque, tu vas écouter un podcast, de la musique, et puis tu rentres chez toi parce que voilà. Là il y a un partenaire, et en fait en fonction de ton partenaire, de ses réactions, c'est un jeu de questions-réponses que tu as dans très peu de sports ou d'arts martiaux, mais en tout cas ça rend complètement addict, hein. Enfin moi je suis hyper fan. Pour toi le jiu-jitsu brésilien, du coup, art martial ou sport de combat? Bah, c'est sport si tu fais des compétitions, et c'est devenu un sport. C'est un art martial qui est devenu un sport. Moi, j'ai une vision assez martiale du jiu-jitsu brésilien. J'ai fait un peu de compète en ceinture blanche, mais je ne suis pas vraiment un compétiteur. En fait, j'ai mis la compétition dans l'entrepreneuriat et les parkings. Tu vois, ce que je pouvais faire dans le compète, je l'ai mis là. Mais ça devient un sport plus mainstream, même si c'est encore confidentiel. Mais c'est un art martial. Mais après, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Mais c'est un peu des deux, tu vois. C'est aussi un bien-être physique. C'est pas uniquement spirituel, quoi. Et du coup, ouais, j'avais vu ça. Je crois que j'ai écouté il y a pas longtemps ton podcast avec... je sais plus si c'était avec Paul ou avec Julius. Avec Paul, ouais. Paul, pareil, Paul. Méditation, ouais. C'est des gars... Préparateur mental. Préparateur mental. Donc, c'est 2 personnes à aller voir si vous aimez la connexion à vous-même. Et vous voulez comprendre, en fait, pour quelles raisons vous végétez. Par exemple, pour quelles raisons vous êtes fatigué le matin quand vous vous réveillez.
pour quelle raison vous êtes ballonné, pour quelle raison. En fait, c'est 2 personnes, vous prenez Paul d'un côté et Julius de l'autre. Ouais, Et en fait, c'est une équation qui va vous résoudre pas mal de choses. Et on est au-delà du. Je suis brésilien, il y a des personnes qui accompagnent des personnes dans beaucoup d'autres sports sur cette connexion corps-esprit qui est vraiment pertinente. Et du coup, effectivement, tu indiquais que toi, la compétition, tu faisais pas. Du coup, là, tu as donné un petit élément de réponse. Ouais. Du coup, ça t'a intrigué. T'as écouté l'épisode, c'est bien. Ouais, j'ai écouté. Tu sais, en tant que journaliste, on prépare. Non, mais je vois, c'est très appréciable. Et, ça t'a intrigué. Et puis moi, tu sais que je suis un compétiteur dans l'âme, même si la dernière compétition, c'est mal passé. Pour la première fois, je suis reparti des Europes sans breloque. Là, cette année, là, tu y étais. Cette année, ouais, j'ai perdu cette année, malheureusement. Et pourquoi pas la compétition? Tu penses que c'est dur de faire l'entrepreneuriat à fond et le système de compétition JB qui est très exigeant, hein. C'est pas en allant 2 fois par semaine à l'entraînement que... C'est une bonne question. Tu sais que c'est une bonne question et je pense que je suis jamais allé au bout vraiment de la réponse, mais il faudrait que je le fasse parce que ça m'apprendrait des choses sur moi-même, je pense. Je pense qu'on a tous foncièrement besoin d'une compétition dans la vie. Ça peut être ta vie de famille, ça peut être ta vie pro, ça peut être ta vie sportive, etc. Moi, je me suis servi du JB vraiment aussi pour le côté physique, mais pour le côté mental, pour me dire, écoute, ça va me cadrer, ça va me donner, tu vois, la structure discipline que j'avais pas à la maison, parce que bon, avec ma maman qui faisait le père, la mère, et puis après j'étais en internat, parce qu'elle pouvait pas trop s'occuper de moi, donc voilà. Donc c'était un peu, comme disait un copain, on a grandi sur des lasagnes, c'était un peu des sables mouvants, tu vois. Nous, c'était comme ça, c'était pas le papa, la maman, les 4 gosses, la Saab Break ou la Volvo. Enfin, tu vois, c'était pas ce contexte-là. C'était pas le sketch du blond avec Gad Elmaleh. Tu vois, c'était l'inverse. Et du coup, ça m'a permis ça. Et après, j'avais quand même pas beaucoup de temps parce que j'étais en alternance. Donc, j'avais mon école de commerce plus le métier de commercial, qui est hyper prenant, plus les parkings. Donc, j'avais le JJB en exutoire. J'avais mon école de commerce qui s'appelait Novantia. Voilà. J'avais mes boîtes en alternance et j'avais mes investissements dans les parkings. Et je me voyais pas tout faire de front. Mais ça, c'était pas conscientisé. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué de m'impliquer et de faire de la compétition. Et du coup, j'ai mis ce goût pour la compétition. J'ai voulu être le numéro 1 dans ma niche, les parkings. Ce que j'ai quand même fait dans le parking de Roux. Ça, c'est mon explication sans creuser. Après, si je creuse, je me dis, pourquoi est-ce que j'ai pas fait plus de compètes? Est-ce que peut-être la peur de perdre? Possible, je sais pas. Je me suis pas posé la question. Peut-être, soit tu peux te dire, j'ai pas cet ego pour aller chercher de la compétition, ou soit tu peux te dire, j'ai peur de perdre. Je pense que le JB m'a permis d'accepter de perdre aussi, parce qu'à l'entraînement, tu perds souvent. Il y a certaines ceintures noires, par exemple, il y en a beaucoup qui veulent pas taper. Enfin, toutes les ceintures, mais ceintures noires, c'est assez flagrant. Ils veulent pas devant leurs élèves, etc. Ils veulent pas. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas cet ego-là, tu vois, je peux taper. Donc, je me dis, la compétition, je sais pas. Mais j'ai pas creusé suffisamment. Mais selon moi, c'est que j'ai mis la compète à un autre endroit, tu vois, dans l'IMO. Mais peut-être qu'au début, j'avais peur de perdre. Mais je sais pas si c'est ça, pour être honnête. J'ai fait une compète, plusieurs, j'avais fait les Nagas, c'était assez costaud d'ailleurs. Et le Naga. Mais je me suis dit à un moment, fais autre chose. J'avais par manque de temps, tout simplement. Manque de temps. Tu étais au courant un peu de la guéguerre en jiu-jitsu entre la CFJJB et le judo? C'est toi le judoka. Hein. C'est toi qui as le plus d'habitude, c'est intéressant de l'avoir. Mais si tu veux mon avis rapide, je pense que, je ne suis pas le mieux placé, mais je me suis quand même renseigné. Je pense que France Judo s'est dit, parce qu'ils perdent des licenciés, c'est plus trop à la mode le judo chez les jeunes. Il y a une manne financière qui se développe. On snobait un peu le jiu-jitsu, là où ils se chiffonnent en train de faire des câlins au sol. Ça se développe. Donc la CSJB, c'est vraiment très, 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 très bien développé. Ça se développe. Et du coup, on passe à côté d'une manne. Il y a un manque à gagner, quoi. On passe à côté d'une manne financière et on va mettre le grappin dessus pour pouvoir récupérer les trucs. Et après, ils se sont rendus compte, la CFJB, effectivement, que les profs de judo, je crois, allaient pouvoir être profs de jiu-jitsu en très peu de temps. Donc, ce qui est quand même un manque de respect par rapport aux pratiquants de JB, je trouve. Et ils ont compris que c'était un truc business et que c'était David contre Goliath, quoi. Donc, tu sais, c'est politique, le judo. Hein. C'est forcément... c'est comme les... En fait, ce qui s'est passé, c'est comme le fisc qui va se dire, tiens, il y a une niche fiscale et on a besoin d'argent, on va faire sauter la niche fiscale.
Bah, eux, ils ont fait pareil, tu vois. Ils se sont dit, bah, là, on perd des licenciés. Il y a un truc là qui rapporte de l'argent et qu'on va pas chercher. Bah, on va enlever ce truc et on va aller récupérer. C'est quoi ton avis, toi? À mon avis, faut pas faire un cours sur la vidéo, mais on peut le voir à l'envers. En fait, on pourrait voir la CFJJB qui a été intéressée de rejoindre France Judo et qui s'est dit, tiens, je vais rejoindre le gros, il va tout m'apprendre sur les process et après, je vais me casser tout seul. On peut voir les deux côtés. On peut voir les deux côtés. J'invite les gens de France Judo, CFJJB, à nous contacter si vous voulez communiquer là-dessus, avec grand plaisir. J'ai pas un avis tranché. Moi, je trouve que j'aime bien le fun de la CFJJB dans le sérieux du judo. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est que moi, je suis un passionné des deux. Aujourd'hui, je suis un pratiquant plus de JJB, mais avec un amour du judo. Et le chiffonnade, la chiffonnade ne sert pas le sport, d'une manière générale. Donc, le fait qu'ils se prennent le chou ne sert pas le sport pour moi. Et moi, je suis un petit peu embêté parce qu'il y a beaucoup de personnes au sein de France Judo que j'apprécie, les valeurs, le respect que je connais. Et côté CFJJB, il y a beaucoup de personnes qui gèrent ça et que j'apprécie beaucoup et que je respecte beaucoup. Du coup, je suis assez embêté par ce qu'ils font, des deux côtés. C'est vrai qu'il y a deux prismes. En fait, moi, je voyais le côté un peu, je tirais vers ma paroisse, la couette vers moi, mais c'est vrai que quand tu regardes le côté judo, tu peux te dire, le JJB a voulu se professionnaliser, etc. Et après, une fois qu'ils n'ont plus besoin, parce qu'ils ont des affiliés qui reviennent, etc. Donc, je pense que les deux avaient envie de se servir. Tu sais, c'est pas désintéressé, quoi, de l'un comme de l'autre. Donc, forcément, à un moment, ça pète quand... puis histoire d'ego, de tout ça, quoi. C'est un vrai sujet, on pourrait faire une vidéo là-dessus. Ça se trouve, on pourrait co-animer un podcast avec quelqu'un de France Judo. Ça te dirait, ça? Ouais. Si jamais il passe par là, je suis tellement portant. On co-animerait un podcast, Alex et moi, comme ça, une voix un peu plus JJB et une voix plus neutre, un patron de France Judo et un patron de CFJJB. Vous venez et on fait quelque chose d'éthique là-dessus avec grand plaisir, ça vous dit. Est-ce que le sport, ça t'a fait être un meilleur entrepreneur? Ouais, complètement. Mais là, on n'est plus dans le vrai ou faux. Il faut aller un peu plus loin dans la réponse. Mais attends, j'arrive, je mets un petit silence. J'ai fait du théâtre avant. Laisse-moi me revivre ces cours. Oui, parce que ça m'a donné une discipline, ça donne confiance en toi aussi. Ça, on n'en parle jamais de ça, mais quand tu fais du sport, et qui plus est des arts martiaux, s'il te plaît, restons sur le côté art martial et pas sportif, ça te donne quand même de la confiance en toi. Mais je pense que c'est comme un militaire qui va au front, il a confiance en lui. Alors nous, c'est dans une moindre mesure, on ne va pas se comparer. Mais forcément, quand tu es gradé dans un art martial, ça veut dire que tu as la discipline de passer les étapes, que tu passes les années, que tu passes les blessures. Tu es un peu reconnu aussi par tes pairs, donc forcément, tu as plus confiance en toi et ça te sert. Donc, non, moi, j'avais besoin de ça. Moi, j'étais pas très, très structuré, très, très organisé à l'époque et j'avais besoin de ça. Donc, ça a changé ma vie et mon mindset totalement, quoi. Mentalement, ça m'a totalement bouleversé. Et sans ça, je sais pas, j'aurais été décrocheur scolaire à vie, quoi. J'aurais lâché l'affaire, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, donc pas que l'entrepreneuriat, en fait, ça t'a structuré. Ça t'a donné une structure. Un socle, une structure que j'avais pas. Si tu devais recommencer l'entrepreneuriat aujourd'hui, si tu devais repartir à zéro, recommencer à investir dans des parkings, refaire du business, etc., par rapport à, on va revenir sur la France et sur l'État, je reprends tes mots, ce ne sont pas mes mots, anxiogène de la France, est-ce que tu le ferais? Ça dépend quoi? Les parkings ou... Ton parcours, ça, les parkings, et puis l'entrepreneuriat, et puis les private equity. Je pense... Alors, non, je vais être franc, je vais te dire les choses. Il y a une partie de naïveté dans l'entrepreneuriat, et si j'avais été trop au fait de tous les problèmes, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, j'aurais rien fait, je serais resté salarié. Parce que je trouve qu'en France, c'est un pays quand même qui est bien quand tu es salarié. Tu as une super mutuelle qui te coûterait 150 balles en perso, je suis en plein dedans, qui te coûterait 150 balles en perso, tu la payes 45 €. Niveau 4, niveau 5. Tu as 13e mois, intéressement, participation sur une belle boîte, etc. Tu as plein d'avantages. Tu as une bagnole, moi j'étais commercial, une bagnole de fonction, la carte totale GR, le machin. J'ai pas mis 1 € d'essence pendant 4 ans dans ma bagnole. Ah, mais on s'en rend pas compte quand tu as 30 ans. Tu as pris des réserves ou pas, du coup? Non, il y a quelques jerrycans encore dans le coffre. Mais franchement, avec ce que je sais aujourd'hui de l'administratif, toute cette lourdeur de la fiscalité,
je ferai rien de ce que j'ai fait parce que c'est trop complexe et ça te mange trop d'énergie. On prend par exemple les startups. C'est extrêmement risqué d'investir dans les startups. Je sais pas, tu as peut-être 80% de casse. Sur des boîtes tech, c'est peut-être 90%. Et sur des boîtes retail, comme j'ai fait dans les enseignes de restauration, la boulangerie, c'est peut-être 60-50%. Tu vois, donc en moyenne, ça va être 70-80%, 70%. C'est trop risqué. Moi, je vois des gens qui parlent d'investir dans les startups comme si c'était une mode, tu sais, un truc avec des publicités et tout. C'est fou. C'est hyper risqué. C'est de l'argent qui n'est pas liquide. C'est de l'argent qui n'est pas liquide. Vous mettez 10 000, 50 000, 100 000 euros. Il n'y a pas de dividende la plupart du temps. Et tu ne sais pas quand tu sors. Tu sors quand il y a un événement de liquidité, c'est-à-dire quand l'entreprise va racheter tes actions, qu'il y a un nouveau tour de table, etc., un tour de financement. Bon, bref, c'est assez complexe. Donc, c'est réservé à des gens avertis qui ont les moyens de tout perdre comme au casino. C'est comme quand tu es à la bonne. Et après, les parkings, c'est bien, mais il y a une lourdeur administrative. Donc, ça fonctionne bien. Moi, je veux dire, je vends des bouquins sur les parkings. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Mais c'est bien, mais il faut comprendre qu'il faudra mouiller le maillot, quoi. C'est pas automatique, forcément. Il va aller encore plus, du coup. T'as pris ton sérieux, là. Du coup, tu le ferais. Ça veut dire que tu ne le ferais pas en France ou tu ne le ferais pas du tout? En fait, le meilleur de deux mondes. C'est la France, en fait, En fait, moi, c'est l'immobilier en France, c'est compliqué pour moi parce que d'un côté, alors, toi, j'aimais bien ce que tu as dit par rapport au juste qu'il faut toujours avoir les deux côtés de la pièce. Là où je remercie la France tous les jours, c'est que c'est un pays où tu peux acheter à crédit. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de pays où tu peux faire ça. Tu peux le faire aussi facilement. Aussi facilement. En France, tu as un SMIC. Tu peux acheter une petite chambre à 50 000 au fin fond de la France, vrai ou faux? Tu peux le faire aujourd'hui, avec un petit salaire, un petit CDI. Quand tu es indépendant, c'est plus compliqué. Mais si tu es salarié en CDI, il faut déjà l'avoir. Mais c'est un des pays où tu peux acheter le plus facilement aussi à crédit. Donc ça, c'est merci. Là, il faut être reconnaissant. En revanche, après, la lourdeur administrative, quand les impôts t'envoient des messages, tu as l'impression de te faire engueuler, etc. Enfin, puis il y a des erreurs, il y a 1000 erreurs. Donc, je pense que je le ferai, parce que moi, je suis hyper OK avec l'effet de levier, etc. Mais en France, c'est compliqué. Mais maintenant, si je ne le fais pas en France, je n'aurai pas autant de facilité pour faire de l'emprunt bancaire. Donc, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Yes, ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais du positionnement de potentiellement quitter la France pour des raisons plutôt effectivement de sécurité, d'insécurité, de stabilisation. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Moi, j'ai un copain qui était à Londres. Il gagnait, je sais pas, 250 000 euros par an, tu vois, commercial plus. Il a arrêté son boulot parce qu'il s'est engueulé avec l'employeur. Il est parti tout de suite. Ouais, il a couru. Il m'a dit, le robinet, il est tellement... ça coûte une tonne. T'es dans la rue dans 3 mois, c'est pire que Los Angeles. C'est ça. Donc, il a quitté son boulot. Je te jure, c'est limite s'il n'a pas fui de son appartement. Il est parti très, très vite. Il a lâché tout. Parce que tu n'as pas de chômage. Et ça coûte une blinde. Donc, en France, c'est un bon pays. Parce qu'il y a plein d'aides sociales. Il y a plein de lourdeurs administratives. Mais c'est un pays de la Dolce Vita. C'est un peu comme l'Espagne qui bosse un peu plus fort, tu vois. C'est bien pour aller au resto, etc. Donc, c'est un espèce de ventre mou, la France, d'entre-deux, qui n'est pas pour les brutes entrepreneuriales qui veulent envoyer du lourd et qui n'est pas non plus pour ceux qui dorment en Andalousie et qui veulent faire la sieste jusqu'à 16h. Quoi. Mais alors, la France n'était pas comme ça avant. Sur quel plan, tu veux dire, par rapport à quoi? Alors, tu parles de... On est informé, on a des gros avantages, on a des aides. Et on en parlait au resto tout à l'heure. Et on dit, il y a 15 ans, il n'y avait pas certaines choses qu'on a aujourd'hui, au niveau économique, au niveau insécurité potentielle, ou expression, le droit d'expression. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi? Ce qui s'est passé, c'est que les gens ne se parlent plus. Toi, je sais qu'à chaque fois, quand je vais au resto avec toi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que tu vas discuter avec les gens. Moi, je le fais, mais toi, tu fais plus que moi. C'est-à-dire que tu discutes avec la table d'à côté, tu discutes, tu crées du lien. Et je pense que la dernière fois, on avait fait ça au resto avec le serveur. Et moi, j'adore, en fait. Excellent. Parce que c'est le sens de la vie. De un, ça t'ouvre des opportunités et ça te fait te remettre en question par rapport à ce qu'ils disent. Enfin, moi, c'est génial. Et je le fais beaucoup, tu vois. Et toi, tu le fais encore plus que moi. Donc, je pense que les gens, justement, ils font plus ça. Tu sais, avec le téléphone, les jeunes générations, ils sont là tout le temps. Ils ont des iPhones max. Et les écrans, ils sont, on dirait, des iPads. Et ils se parlent plus, en fait, les gens. Donc, du coup, ça crée des castes de l'entre-soi et des incompréhensions. Et puis, il n'y a plus le respect aussi des aînés.
Finalement, on cherche un peu dans le JJB aussi, parce que quand tu es gradé, normalement, tu es censé être plus respecté des ceintures inférieures. Donc, je pense qu'il y a un côté un peu old school dans la pratique du JJB. Et moi, vu que c'est ma culture et ma manière de penser, quand je le vois dans la vie et que je vois qu'il n'y a plus trop de respect des anciens, etc., je me sens en décalage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect, la société est de plus en plus violente, et c'est le bordel, quoi. C'est chiant. Ce que tu viens de dire sur le JJB, ouais. C'est un truc qui m'a donné le plaisir de reprendre une ceinture blanche en judo, de judo au JJB. Et là, en étant aujourd'hui ceinture marron, et puis on passe potentiellement de mettre une black belt. Un peu déçu par ça. J'ai l'impression que je reviens à ce que j'étais venu, ce qui m'avait lassé au judo, c'est d'avoir une ceinture noire. Je trouve que le respect, il va dans un sens, mais des fois, la vanité dans l'autre sens m'agace. C'est-à-dire que je suis pour un respect en toute limite. C'est-à-dire que il y a un truc qui est normal, ça me choquait au début au JJB, mais je le comprends. C'est que par exemple, quand tu es en train de combattre, c'est le couple qui est le moins gradé qui s'en va. Ouais. Au début, je trouvais ça agaçant, mais en fait, je trouve ça tellement logique parce que c'est un jeu d'échecs où les deux ceintures blanches, elles sont au deuxième coup et elles savent pas ce qu'elles vont faire. Mais toi, des fois, tu en es déjà au 6e coup avec celui qui est en face, qu'au 8e coup. En fait, c'est tout à fait logique que celui qui a moins de maturité dans sa progression arrête. Par contre, il y a des clubs où les ceintures noires ne tournent pas avec des ceintures blanches. Ou alors, tu n'as pas le droit si tu es... tu sais, si tu es ceinture noire, c'est à toi d'inviter un moins gradé qu'un plus gradé. Sans saouler les gens sur le jiu-jitsu, mais ces règles-là, je suis pour le respect global, mais je trouve que des fois, c'est too much de la part du gradé vers le soi-disant inférieur, non gradé. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que d'une manière générale, respecter les anciens, c'est une vertu qui se perd. Respecter les parents, respecter... il faut respecter. Dans l'armée, tu respectes les plus gradés. Dans une famille, normalement, tu respectes tes grands frères, tes grandes sœurs et tes parents. Et je trouve que ça permet quand même d'avoir moins de problèmes dans la société, de respecter les anciens, et ça se perd. Ça se perd beaucoup, donc je trouve que c'est quand même globalement une bonne chose, même s'il ne faut pas en abuser, quoi. Le but, c'est pas d'être Mobutu et de se sentir tous les pouvoirs et de mépriser la chair à saucisse, quoi. Mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense que c'est important d'avoir ça, d'avoir ce respect-là. Yes, tout à fait. Et respect, discipline, c'est des mots que tu emploies souvent. Et je pense que c'est des mots qui toi, t'ont fait beaucoup de bien à un certain moment. J'en avais besoin. Voilà, J'en avais besoin. Parce que moi, c'était pas en stock, c'était pas de série, en fait, dans ma bagnole, tu vois. Moi, dans le logiciel, c'était pas de série, moi, la discipline. Moi, c'était... Moi, je suis enfant unique, orphelin de père à 9 ans. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de discipline. Ma mère, elle bossait comme une malade. Donc, moi, il n'y a personne qui me disait « fais ci, fais ça ». Tu vois, il n'y avait pas de cadre. Donc, moi, quand j'ai vu le JJB, je me suis dit « putain, il y a un cadre. Il y a un mec, ceinture noire. » Je le regarde avec des yeux comme ça. Je l'admire. Donc, tout de suite, ça m'a... Tu vois, j'ai mis la pâte à modeler dans un moule, quoi. Tu vois la métaphore, et ça m'a créé un cadre, et après dans ce cadre tu composes et t'es bon. Mais si tout part à volo, c'est le bordel. Excellent. C'est peut-être ça qu'on a comme problème en France, c'est qu'on n'a pas ce il n'y a pas ce cadre, on n'a pas ce respect. Aujourd'hui, tu voles un vieux dans la rue, tu prends un an de prison, le mec il ressort, il recommence. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Il n'y a aucune discipline, aucune peur du gendarme, de rien. Enfin, c'est tout part je sens que ça te parle ce que je dis, mais c'est le freestyle en fait aujourd'hui. Il y a plus la peur du gendarme, il y a plus. Enfin, moi j'avais un locataire qui payait pas le loyer dans mes parkings et il connaît la législation. Il sait très bien que si j'appelle le commissaire de justice, ce qu'on appelle avant on appelait un huissier de justice, il va rien se passer. Ça va prendre 3 ans et je vais pas faire lancer une procédure si le mec me doit 200 balles de loyer. Donc les mecs ils rigolent, tu vois. Ils sont avec toi, ils ont le sourire, ils se foutent de ta gueule parce qu'ils connaissent le process. Mais ça rend fou. Alexandre, comment on est arrivé là ? Sur le tour, on en est arrivé à ça ? Je suis pas homme politique. Hein. À un moment, je voulais faire de la politique. Tu m'en as parlé. Je voulais, mais là, j'ai pas eu le temps. Là, si on monte un parti, du coup, on embauche Mélenchon ou pas ? Non, pas spécialement. Jean-Luc bon. Mais pourquoi pas ? Écoute, si c'est ton idole, je ferai J'adore Jean-Luc Mélenchon, j'adore ses idées. Mais non, tu sais, je suis plutôt apolitique au départ, mais après, quand tu es entrepreneur, père de famille et tout, tu as envie de t'impliquer là-dedans parce que tu te dis, attends, mon enfant... Qu'est-ce que je laisse, quoi ? C'est là où tu flippes et tu te dis, attends, t'es comme Julius, tu te dis, attends, est-ce qu'il faut pas que j'aille à Alicante là ? Parce qu'à un moment... Il m'a chauffé, hein. J'ai écouté ce matin le podcast Julius. De toute façon, je vais t'envoyer la vidéo, donc tu vas nous voir. De toute façon, tu vas rigoler de nous voir tous les deux sur le podcast à tous les coups. Il manque allez,
Et vous savez quoi, une fois, on va venir à Alicante, on va les faire venir les deux. Quand ils vont venir à Paris, il faudrait qu'on les reçoive sur le podcast. On va faire un truc. Ce serait très drôle. Ça serait très très sympa. Si vous acceptez l'invitation. On va trouver un resto diète pour toi, Julius, parce qu'il y a pas mal de calories là où on était allé. Alors, pour la petite histoire, il est très très beau, Alexandre. Donc, il me réserve un restaurant tunisien. Il me dit, ici, Damien, c'est plutôt light. Je lui dis, ouais, c'est light avec un bidon d'huile en plus. Il n'y a pas grand-chose de light. Si tu devais reprendre tout à zéro, là, je parle pas du côté français, est-ce que je le fais en France, mais tu ferais quoi de différent? En gros, tu peux reparler au Alex qui avait 25 ans. Tu lui dirais quoi comme conseil, peut-être sur des choses que tu as fait, que tu n'as pas fait? Franchement, je referais pas mal de choses pareilles. J'essaierais de bosser dans des belles boîtes pour bien gagner ma vie et faire du crédit, du levier bancaire comme j'ai fait, acheter à crédit. De bien m'entourer, d'avoir quelqu'un qui partage ma vie, qui a les mêmes valeurs que moi. Ça m'a beaucoup aidé, ça, Damien, tu vois, d'avoir des copines qui tenaient la route, quoi. J'ai toujours su bien m'entourer. Je crois que c'est important. Moi, j'ai quand même la notion de famille, même si je suis enfant unique. Donc, bien entouré. Je continuerai. Et après... j'ai pas été trop dans les trucs d'ego, de reconnaissance, show-off, tout ça. Ça m'a pas trop branché, ou du moins pas très longtemps. J'ai repris des études. À un moment, j'avais arrêté, j'ai repris des études, donc ça, c'est bien, c'est toujours bien. Et puis, pas écouter les autres, faire ta life, y aller à fond, quoi. Y aller à fond et bien t'entourer. On soupçonne pas à quel point un mauvais entourage peut te flinguer, quoi. Tu sais, des gens qui critiquent. Moi, j'ai quelqu'un que j'aimais bien un jour, et je la vois à Cannes. Il n'y a pas très longtemps, tu vois, je te raconte cette anecdote. Et elle me dit mais Alex, faut que tu reprennes un boulot, j'y crois pas du tout, ton truc de livre, ça va pas marcher, tu vas jamais. Mais dithyrambique, quoi, vraiment catégorique. Et je la regarde, je fais waouh, il faut que je parte en courant, tu vois. Et je suis vraiment parti, en fait, de la plage, alors qu'il faisait beau, il y avait la mer à 27 degrés, etc. Et ça, on n'en veut pas dans notre vie, des gens comme ça, tu vois. Quand tu es entrepreneur, c'est déjà dur. C'est comme si demain, tu as quelqu'un qui te dit Damien, moi, j'y crois pas, tes trucs, ton podcast, ton machin, faut que tu refasses ça. Mais vraiment catégorique, à projeter mes propres peurs. Et ça, je les aurais encore plus enlevés, parce que ça te fait perdre du temps, quoi. Et on n'a pas besoin de perdre de temps, ça va vite. On a déjà 40 ans, donc. C'est ça. De toute façon, on en aura toujours, moi, ce que j'appelle les voleurs de rêve. Il y a les vendeurs de rêve, bien connus sur Internet, mais qui font du mal. Mais peut-être que les voleurs de rêve font encore plus de mal que les vendeurs de rêve. Tu as parlé d'un sujet là, qui était intéressant par rapport au fait que tu es très famille et l'entrepreneuriat, des fois, on aime tellement ça, on le fait par passion, et le problème, c'est qu'on peut, tout comme le JJB, j'en ai parlé beaucoup ce week-end, j'étais à une formation de JJB, on peut vite pas sacrifier, mettre sa famille un peu de côté. Ouais, t'as plein de divorces là-dedans. Et du coup, comment toi, t'as géré t'as un enfant depuis pas longtemps, mais ne serait-ce que sur cette période-là, comment tu as géré ta vie pro, ta vie perso là-dedans? Ouais, en fait, ça peut être un peu égoïste d'être entrepreneur quand tu es salarié, tu vois, pour dire les choses clairement. Quand tu es salarié, que tu gagnes bien ta vie, etc., correctement, et tu te dis je vais être entrepreneur, c'est un peu une posture parfois égoïste en disant je pense à moi, j'ai envie d'avoir du temps libre, de m'entraîner, de faire du JJB, d'aller à Alicante, machin, de faire les trucs et tout. Et quand tu as des enfants, tu te dis waouh, là, je suis dans le lifestyle, je gagne ma vie, mais je suis dans le lifestyle, et j'ai un enfant ou plusieurs à nourrir, et il faut charbonner. Donc là, pour être honnête, là, je remets les bouchées doubles, donc je dors pas beaucoup et je bosse comme un martien. Là. Parce que je me dis, OK, moi, je suis prêt à prendre les risques pour moi, en tant qu'entrepreneur. Si je me plante, c'est mon problème, mais là, je suis plus tout seul. Donc, il faut quand même qu'il y ait une stabilité que tu n'as pas de fait dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas cette stabilité financière, a priori. Et du coup, tu le fais au détriment du temps que tu passes avec ta fille, ou tu le fais sur le bien-être, au détriment de mon bien-être. C'est-à-dire que là, je fais un peu moins de sport et je mets les bouchées doubles pour bosser un max, gagner un max d'argent, pour me sécuriser comme le serait un salarié. Quand tu es salarié, c'est ce que je disais, tu as quand même une stabilité. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je suis prêt à passer de salarié à entrepreneur et à gagner un peu moins si je suis tout seul, mais si j'ai des enfants à nourrir, il faut que je mette le turbo. Je suis moins égoïste, quoi. Et tu mets où le curseur de la sécurité, toi ? Alors, tu peux le mettre financièrement, tu peux le mettre aussi dans la qualité du temps. Le fait d'être entrepreneur, ce qui est bien, même si là je bosse beaucoup, c'est que je passe beaucoup de temps avec ma fille, quoi. Tu vois, quand je suis à la maison, c'est pas comme si je bossais. Même si je bosse, parfois je la mets dans le porte-bébé. Et puis je fais mes montages vidéo, je fais mes trucs.
Et j'écris mon bouquin et elle est là. Donc je préfère ça que d'être salarié dans un bureau, à me faire engueuler, à faire des réunions à la con. Pour toi, être salarié dans un bureau, c'est se faire engueuler? Quand même, ouais. Parce que t'as toujours un emmerdeur quelque part. T'as toujours un actionnaire, t'as toujours un DG, t'as toujours... C'est une succession de problèmes, en fait, quand t'es salarié. T'es sur un siège éjectable et t'es un fusible, en fait. Tu te respectes pas quand t'es dans la boîte d'un autre, je trouve, finalement. C'est un peu dur ce que je dis, mais quand t'es dans la boîte d'un autre, tu réalises le rêve de l'autre. C'est pas comme si t'étais actionnaire. T'es actionnaire de la boîte, avec des vrais parts, hein. Ok. Mais si t'as 0 action et que tu gagnes 3000 balles par mois, t'es un fusible. Mais tu le fais parce que tu flippes de te lancer ou parce que t'as des contraintes financières. Mais moi, je respecte le courage. Quand t'as vraiment du courage, tu te barres. Mais après, j'ai été élevé comme ça. Ma mère, elle m'a toujours dit... elle est entrepreneur. Elle m'a toujours dit bouge-toi le cul, etc. quoi. Donc moi, c'était coup de pied aux fesses, fais ta vie. Moi, j'ai grandi comme ça. Tu sais, moi, j'ai grandi à la méditerranéenne. C'est-à-dire que ma mère, tu la vois, on dirait une latina. Elle n'a pas du tout mon physique. Elle est très brune. Et elle avait ses bureaux rue d'Aboukir. Elle a été entrepreneur. Elle a fait plein de trucs. Il y a eu des hauts et des bas. Et du coup, moi, j'ai toujours été élevé en démerde-toi, quoi. Tu vois. À la fois, la mère et son fils, quoi, tu vois. Elle m'appelle mon fils, donc tu vois. Mais en même temps, bouge-toi. Mais j'ai jamais été élevé dans la peur de « Ah non, faut pas que tu sois entrepreneur, tu vas avoir peur, etc. » J'ai pas été brimé là-dessus, quoi. Contrairement à beaucoup de gens. Donc en tout cas, t'arrives à couper Ouais. à gérer ta vie, on va dire. Et qu'est-ce que tu penses d'un gars qui est salarié, peut-être répondu avec l'actionnariat, mais qui est dans le codir et qui a 15K par mois? C'est aussi si ça lui va. Après, c'est une planque. Mais moi, j'en connais des gens à 15K par mois, mais ils ont mal au bide le dimanche soir parce qu'il y a tellement de pression. Parce qu'il y a 15K par mois en France, t'es crevé quand même. Hein. Tu vois, je veux dire, ils te pressent comme un citron. Donc l'envers du décor, c'est que t'es éclaté et après, tu fais le dos rond parce que t'as une famille à nourrir, quoi. Mais si t'es content comme ça, c'est très bien. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur aussi. T'apparentes pas quand même le salariat à la prostitution? Tu vas fort. Hein. Non, bien sûr que non. Mais pour moi, fondamentalement, il y a une forme de frustration à rester salarié. Parce que même si tu as 15K par mois, au fond de toi, quand tu es avec tes potes le week-end, tu te fais des bouffes et qu'il y a ta femme qui est là-bas, tes gosses qui sont là-bas, et que tu es avec tes vrais potes, tu te dis, tu as envie de te barrer, de faire autre chose et d'envoyer tout balader, tu as envie de leur faire ça, tu vois. Mais tu restes parce que... Tu restes le pantalon un peu en pantacourt parce que fatalement, il faut donner à bouffer à tout le monde, quoi. Donc il y a une forme de... T'es plus toi-même, quoi. Mais forcément. Allez, ça pourrait être pas mal en politique. Alors, tu vas te mettre des gens à dos, mais peut-être que tu vas aussi faire réfléchir d'autres personnes. Ça peut être intéressant. Je te vois plutôt, du coup, dans une mairie que... Au niveau député ou maire. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mais je trouve que maire, tu vois, sans étiquette, tu vois, ça passe bien parce que le maire, il est local. Et dès le moment où tu n'arrives pas à avoir des gens sans étiquette, pour reprendre les Suisses, à une députation ou en président, tu vois, ça serait génial d'avoir un président sans étiquette, en fait. Ça serait bien. Sauf les étiquettes, quoi, au final. En même temps, t'as besoin d'argent aussi pour. Donc, faut peut-être te rallier à une étiquette pour récupérer un peu de fonds. Donc, c'est le pour problème éviter de demander à Tata Bettencourt. C'est pour l'argent que tu te investis, quoi. Alors, on en revient au pareil qu'au salarié, au final. Politicien, salarié, même combat. Il y a un moment, t'as besoin d'argent. Et quand t'as besoin d'argent, soit tu l'as toi-même, tu l'as généré, ce qui est compliqué, il faut se lever tôt. Ou soit il faut aller le chercher, quoi. Mais pour aller le chercher, il faut faire un peu le dos rond. Hein. Vous demandez aux Libyens. Voilà. À Bettencourt, aux Libyens, ou que sais-je. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais toi, à Montpellier, je te verrais bien faire quelque chose. Ah, tu as la deuxième personne qui me dit ça. Non, ça va germer en toi. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Non, politique, en fait, le souci de la politique, c'est un peu pour la raison pour laquelle j'ai arrêté au judo 4e dan. C'est que je trouvais qu'en montée dans les grades, il fallait faire de la politique. Faire de la politique, c'est je trouve, beaucoup d'inefficacité. Beaucoup de communication et de blabla et de vent. Et toute ma life, en tout cas, je sais pas pour toi, mais toute ma life, j'essaie de la construire pour éviter le vent et la perte de temps, tu vois. Donc, non, malheureusement, oui, en efficacité pure et non en efficacité française. T'es auteur, oui. T'as écrit déjà 2 livres.
Je sais que tu as d'autres projets, plein de projets qui sont en cours. Je vais mettre d'ailleurs tous les liens de toute façon d'Alexandre dans la description de la vidéo et du podcast. Si tu devais donner un livre, pas forcément les tiens, mais qui a été très impactant pour toi, ça serait lequel? Ça me pose souvent la question, je sais jamais quoi répondre. Je sais jamais quoi répondre à cette question, parce qu'en fait, c'est plutôt des pensées de livres, tu vois, des extraits de livres qui m'ont... Mais pas un livre où je me suis dit, de la première page à la dernière page, il se passe quelque chose, quoi. Il n'y en a pas un en particulier. J'ai lu beaucoup de philosophie quand j'étais gamin, quand je faisais mon bac littéraire, j'avais fait ça au lycée. Mais il n'y a pas un livre... Ça dépend des périodes. Parfois, il y a un livre que je vais adorer, et puis après, ça, je vais évoluer et je vais plus l'aimer, quoi. Tu vois, il y avait Jim Rohn, par exemple... je sais plus ce qu'il avait fait, Prospérité, je sais plus quoi. Ouais, je trouvais ça hyper sympa, mais peut-être qu'un jour je serais plus dans cette énergie et je te dirais que c'est pas bien. Toi, c'est comme t'avais Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Bon, à un moment, tout le monde était là-dessus. Après, le mec, comment je vois à quel point il est à fond sur ses formations, ses machins, je me dis que je sais pas si ça marche vraiment son business. Puis on sait pas s'il a vraiment acheté d'immobilier. Donc, je trouve que ce qui est bien à un moment donné, ça peut évoluer à un moment donné. Mais j'aime bien le courant stoïcien des philosophes, la philosophie stoïcienne, c'est-à-dire qui dit qu'en fait, on est le fruit de nos représentations et que si tu te vois mauvais, tu seras mauvais et tu peux pas tout maîtriser dans la vie, quoi. Les stoïciens, c'est ce qu'ils disaient, c'est tu peux même maîtriser la mort, la maladie, etc. Ça, c'est des choses, ça sert à rien d'être malheureux par rapport à ça parce que tu maîtrises pas. Et vraiment, il faut se concentrer, c'est ce qu'ils disent, sur ce sur quoi tu as un impact. Et ça, c'est assez puissant. Et ça, c'est universel. Et je pense que ça me suivra toujours, que j'ai envie de faire du business ou que j'ai envie de faire une sieste en Espagne, quoi. Donc c'est pour ça, peut-être que c'est un moteur pour toi d'écrire des livres, puisque du coup, tu peux, sur un sujet en particulier, y consacrer une thèse de 200-300 pages où tu vas avoir un impact avec une influence, pas totale, mais sur un sujet en particulier. C'est ça qui te motive à écrire des livres? Moi, ce qui me motive à écrire des livres, c'est de changer la vie des gens et c'est un travail sur soi. Il y a un côté égoïste aussi le bouquin parce que c'est un travail sur toi. Donc c'est aussi une psychanalyse, quoi. Quand tu fais un bouquin, je sais pas si ça te l'a fait, mais quand tu fais un bouquin, tu exprimes vraiment ce que tu penses. Moi, je suis assez, j'y vais à fond et ça libère, quoi. Donc ça, c'est un point. Donc le côté un peu égoïste, un peu autocentré. Le côté plus altruiste, c'est d'aider des gens. Et puis après, c'est un travail intellectuel, c'est comme le JB, en fait. C'est-à-dire que je prends un sujet et je vais le tricoter. C'est comme le JB, en fait. C'est se mettre dans la merde, se mettre dans une mauvaise position pour en sortir. J'ai fait un bouquin sur les finances personnelles, Damien. Il y avait plusieurs gros bouquins qui cartonnaient sur le sujet en France. Et moi, je vais te dire la vérité, j'ai fait ce bouquin-là, qui s'est moins vendu que beaucoup d'autres, mais mieux que d'autres, en réaction à ce que je voyais sur Internet. Parce que je voyais plein de gens, l'ego, je suis le meilleur, building public, tu vois ça sur le kit building public. J'ai fait plus 300K cette année, mais on n'en a rien à foutre. Quand tu vas crever d'un cancer, il n'y a plus de building public, tu vois. Donc moi, j'ai fait un livre en réaction à ce côté fric, ego. Et ben ça m'intéresse. C'est un challenge. Tu vois, je me suis dit, je me suis pas dit qu'est-ce que je vais apporter aux autres de plus, je me suis dit quelle vision, quel angle. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Je veux faire un livre sur la négociation, par exemple, et sur la persuasion. Bon, j'ai été commercial 15 ans, etc. Mais je vais apporter un autre aspect. Je vais faire un livre sur le Festival de Cannes, parce que je vais beaucoup au Festival de Cannes. Je suis associé dans une boîte de prod ciné aussi. Bon. Bref, c'est encore un autre truc. Bah, j'ai envie de faire un livre, mais qui soit pas sur les stars. On s'en fout du tapis rouge. Je m'en fous, moi, de Brad Pitt sur le tapis rouge. Je m'en fous. Je suis pas gala, voici, closer, tous ces trucs creux, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux raconter des histoires autour de ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un sujet, comme dans le sport, dans le JB. Tu te mets sur le côté, comme ça, on te passe ta garde, et il faut ressortir et finaliser. Bah, avec les bouquins, c'est ça. Excellent. Donc c'est un outil, en fait, c'est un outil intellectuel, c'est un travail intellectuel. Développement personnel. Ouais. Et qui sert aussi aux autres. C'est marrant parce que moi, je fais la même chose avec la création de mes boîtes. Tu sais, je t'expliquais ma structuration. Parce que depuis un moment, je me suis dit, ce qui est bon pour moi, ça doit être bon pour les autres. Donc en fait, s'il y a une sphère d'investissement ou de création de choses, de valeur que j'ai fait pour moi, bah, je crée une boîte parce que je sais que ça peut être intéressant pour les autres et aider d'autres personnes. Ah, c'est moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pour les bouquins que je fais ça. Pour les boîtes, je pense plus à ma gueule. Ouais. C'est marrant. Bah, en fait, moi, je pense à ma gueule, comme toi, tu penses sur tes livres au début. Et en fait, par exemple, j'étais ultra mono actif immobilier. Et je me suis rendu compte que c'est une grosse connerie de ne pas diversifier.
j'ai diversifié. Du coup, je me suis dit, attends, si je ne suis pas le seul à penser ça. Les gens que j'accompagne en immobilier, ils ont besoin d'aide. Du coup, je vais m'associer avec 2 personnes qui sont vraiment des pontes dans leur domaine. Je vais créer un cabinet de gestion de fortune et je vais aider les autres à faire et à gagner du temps sur ce que moi, j'ai pris comme déclic. Tu vois. J'ai investi dans du clé en main quand j'étais en banque. Je pouvais lever des fonds comme je voulais, mais je n'avais pas le temps. Donc, il y a quelques projets, j'ai utilisé des sociétés de clé en main. J'ai vu des bonnes sociétés, j'ai vu des sociétés nulles, et j'ai vu aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de le faire, qui ont peur de le faire. J'étais avec quelqu'un au téléphone ce matin, elle a peur de le faire. Du coup, j'ai créé une agence immobilière clé en main pour aider ces gens-là. Parce que c'était bon pour moi et je me suis aperçu que le service, il n'était pas si bien que ça. Du coup, je change en faisant un service. Cabinet de gestion de fortune, pourquoi j'ai fait? Parce que j'ai vu que j'en ai marre que les gens se fassent pigeonner. Avec des CGP où ils se prennent des frais de malade, qui leur vendent des tunnels. L'affaire du siècle, quoi. Tu vois, la blague du siècle, peut-être. À un moment, j'ai clashé un CGP. Enfin, on a parlé d'un CGP, enfin de CGP. Je me suis fait défoncer par toute la profession. C'est normal. Ils sont très susceptibles, les CGP. Très susceptibles. Faut pas les critiquer. C'est comme un médecin, c'est comme un pédiatre. La dernière fois, j'ai critiqué le pédiatre sur un lait infantile. Je trouve qu'elle allait me mettre une patate, quoi. Mais les CGP, ils sont très susceptibles. Alexandre, on a fait un super tour, super émission. Franchement, c'est bien complet. Et j'aime, il y a tradition dans le podcast, c'est de donner le mot de la fin à l'invité. Donc, je te laisse avec nos amis qui te suivent et le mot de la fin. Merci Damien, c'était un plaisir d'échanger avec toi et je vais t'interviewer aussi. Donc, tu pourras peut-être mettre le lien de ce podcast. Je vais te poser plein de questions. C'est juste après sur ma propre chaîne. Et très content d'avoir rencontré et de faire ces contenus ensemble. Je crois qu'on est vraiment alignés sur les valeurs. Et voilà, prenez en main votre argent. Et c'est vous qui devez être maître à bord. Excellent. Merci à toi. Et merci à tous. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Merci.